bienvenue à tous et à toutes pour cette Xème rencontre des 21 rencontres UNIFPOP de l'année 2021. Rencontre un peu spéciale pour plein de raisons. Alors, d'abord, c'est la 90e activité de l'UNIFPOP ce soir, depuis sa création il y a 2 ans et demi. Et donc, plus que 10 et on fait ça sérieusement. On essaye un jour de reprévoir des choses en présentiel. On n'a pas osé ce soir, mais on aurait peut-être pu, sauf que le chocolat aurait pu fondre au soleil, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. La semaine dernière, nous avons un peu repris en présentiel, puisque c'était les Kalawaya à la librairie des Bauges et que nous avons parlé dans le cadre des festivals des Jardins Alpestres, nous avons parlé du pouvoir des plantes. Eh bien, d'une certaine façon, ce soir, c'est exactement la même chose parce que nous allons parler du pouvoir d'une plante, le cacao, et probablement du pouvoir de quelqu'un qui est une sorte de fabricant de bonheur que j'ai à côté de moi et qui est celui qui sait traiter le chocolat, le cacao. Donc, même principe que d'habitude, on a eu l'humanologue, on a eu le polysologue, on a eu la politologue, on a eu le peuplologue. On aura un jour un africologue et un victorigologue, et ce soir le chocolatologue, même principe, une personne qui est une personnalité, parce qu'elle est sérieusement connue sur la place, un parcours, et puis un propos. Et ce propos, c'est le chocolat et le cacao. Alors, quelqu'un m'a dit d'ailleurs, mais attends, est-ce que tu es sûr que tu peux faire une soirée sur le chocolat? Ben oui, évidemment, on peut faire une soirée sur le chocolat et on pourrait en faire 2, 3, 4, parce qu'il y a plein de choses à voir. On pourrait prendre le point de vue historique, et il est très intéressant. Allez, juste pour vous dire que Christophe Colomb, lorsqu'il est arrivé depuis ce qu'il croyait être l'Amérique, eh bien, il a jeté par-dessus bord ce qu'il prenait pour des petites crottes de chèvre que lui avaient données les Amérindiens, puisque les grains de cacao, il ne les connaissait pas et que personne en Europe, avant le XVIe siècle, ne connaissait le cacao. Donc, le point de vue historique est tout à fait intéressant. On aurait pu prendre le point de vue scientifique également. Le point de vue scientifique qui sera illustré tout à l'heure par un témoignage que nous avons d'un professeur de neuropsychologie de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Si, on fait dans le sérieux aussi. Et puis, on aurait pu prendre plein de points de vue, mais on s'est centré sur la manière dont travaille un fabricant de bonheur. En gros, il à nous raconter pourquoi s'intéresser au chocolat, qu'est-ce que c'est qu'un bon chocolat, qu'est-ce que c'est qu'un bon chocolatier, pendant qu'on y est, comment on s'y prend pour faire un bon chocolat, et puis quels sont les partis pris de cette boutique qui se situe rue de la République d'Albertville et qui s'appelle Chocolaté. Donc, il y aura des interlocuteurs de proximité qu'on salue ce soir, Émilie et Alain, et puis après, il y aura un échange avec tout le monde, et ne vous priez pas pour poser toutes les questions, pour faire toutes les remarques que vous avez, soit sur le chocolat que vous connaissez de Chocolaté et de Christophe Taforo, soit pour parler du chocolat tel que vous l'aimez, c'est possible aussi. Alors, peut-être avant de commencer, on va dédier cette petite émission, on va la dédier à l'équipe de Chocolaté. On va la dédier à Catherine, à Charlotte, à Laurence, à Sophie, à Marine, à Kevin et à Robin. Et peut-être qu'on nous dira tout à l'heure à quoi servent ces personnes qui sont dans une boutique qui n'est pas énorme, mais il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde en cuisine aussi. Et que fait chacun? Parce que ça fait partie des 1000 secrets qu'on va essayer de tirer de notre ami Christophe. Alors, première partie, Christophe, et la première partie, c'est tout simplement qui est Christophe Taforo? Alors, une première question, puis après, on a un petit moyen pour te forcer à dire un peu plus qui tu es. Mais pour l'instant, dis-nous, allez, qui est Christophe Taforo? Bonjour à toi. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis amoureux depuis très jeune. Je suis tombé dans la pâtisserie et la cuisine par le biais de ma mère et mes grands-mères, qui étaient une tourangelle et l'autre bretonne, qui aimaient beaucoup la
pâtisserie, la cuisine. On avait une ferme, on faisait ce qui aujourd'hui les gens appellent bio ou culture raisonnable. Moi, j'ai été élevé tout gamin, il y a 40 ans, on cultivait comme ça déjà avec mes grands-parents. Donc en fait, j'ai tout de suite eu l'amour depuis tout petit des produits et j'ai tout de suite voulu faire un parcours plutôt dans la restauration au départ, pour être proche des produits. C'était ma première ambition. Donc du coup, j'ai grandi dans la campagne. Et après, j'ai voulu faire un parcours initiatique dans la cuisine. Donc, je me suis tourné vers les études à côté de Blois, au lycée hôtelier de Blois, pour rentrer, pour faire ma formation en cuisine au départ. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de cuisine et je fais une pâtisserie un peu cuisinée parce que je mets beaucoup d'herbes aromatiques, d'épices. Voilà, j'adore le sel de Guérande, j'aime les épices comme le piment, la cannelle, etc. On en reviendra tout à l'heure sur les chocolats. Euh, et puis en fait, donc du coup, je suis rentré au lycée hôtelier de Blois à 17 ans. Et c'est avéré le bon choix, puisque 2 ans plus tard, je finissais premier de ma promotion. Et on m'a proposé à 19 ans de représenter la région pour les championnats de France de dessert. Donc, bah, moi, comme j'adore les challenges, quelqu'un de très pugnace et j'avais envie de réussir, j'ai accepté le challenge. Et cette année-là, c'était la bonne année parce que donc, je suis arrivé en finale régionale. J'ai représenté la région en finale nationale à La Rochelle et j'ai gagné le championnat de France de dessert à La Rochelle en 89. J'avais 19 ans. Donc, j'étais promu pour une carrière bah, plutôt dans le sucré, du coup. Et c'est ça qui m'a fait dériver de la cuisine après pour être chef pâtissier, plus dans les restaurants, en fait, parce que j'adorais les desserts à l'assiette. Voilà. Alors, Alain, pardon, Christophe, excuse-moi, tu aimes les défis, mais on en a un autre à relever, c'est qu'effectivement, la bande passante est très faible d'une part, et que nous avons 2 micros dans le même endroit, ce qui fait qu'effectivement, ça fait un écho pour nos amis. Donc, ce qu'on va faire dans 1 minute, on va se réorganiser tout simplement, c'est-à-dire qu'on va se mettre depuis mon ordinateur, qu'on va mettre au centre de la pièce, et on éteindra l'autre ordinateur, ce qui est pas. Mais avant, quand même, je pense que ce serait intéressant que Christophe balade son ordinateur devant le joli décor qu'il a mis à votre disposition et à la mienne, juste à ma droite, puisque bah, c'est quand même intéressant. Vous avez tout un tas de choses qui font plaisir à voir. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la boutique, ça vaut le coup de regarder tout ça avant qu'on en parle. Donc, Christophe, tu peux passer ton ordinateur devant. Est-ce que vous voyez bien ce qu'il vous montre? Il est en train de vous montrer un certain nombre de produits qui sont des produits faits par Chocolaté. Et puis, il y a visiblement un certain nombre de blagues sur lesquelles moi je ne sais pas grand-chose et dont il va nous parler tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre. On va regarder les grains de cacao un petit peu plus tard et les cabosses. Et ce que tu peux faire maintenant, Christophe, c'est que tu vas déconnecter ton ordinateur, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas sortir, tu vas quitter, tu vas mettre fin, et on va partir depuis mon ordinateur, ce qui nous permettra comme ça d'éviter l'écho. Très honnêtement, pardonnez-nous, mais tout à l'heure, il n'y en avait pas. Donc, on a testé et c'est pour ça qu'on a gardé ce système-là. Vous nous donnez 30 secondes, on remet l'ordinateur en face de tous les deux et on continue. Alors, je parlerai hors champ. Est-ce que vous m'entendez suffisamment si je parle hors champ ou
ou est-ce que vous ne m'entendez pas? Annie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez correctement? Alain? Non, non. Il n'y a plus personne? Est-ce que tu entends ou pas? Non? On Pas t'entend très, lo- pas très bien. on t'entend loin. Oui, Là. oui, on t'entend loin, Eric. Ouais. Est-ce que tu m'entends mieux? Est-ce que vous m'entendez suffisamment ou pas? Là, c'est mieux, moi, je trouve. C'est un peu mieux, mais c'est limite. Alors, très honnêtement, les amis, je pense que c'est vraiment un problème de bande passante dans la boutique. Et c'est malheureusement pas Les murs sont très épais ici. Ouais, c'est un problème de bande passante, donc on va faire avec. Et Non. puis, on montera au maximum le son ensuite sur les. Mais moi, je ne peux pas monter le son. Sinon, ce qu'on fait, on abandonne le buffet là et on se rapproche. là-bas, c'est mieux. Généralement, quand on est avec un portable, quand Ouais. on se met près des vitres, Avec- on est mieux, on on va peut se mettre essayer. là-bas. On va essayer, on tente le coup. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous allez nous dire si vous nous entendez mieux, si on se met là? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah ben voilà, c'est ça. Donc on est dans l'avant-boutique. J'ai une vue sur des petites choses absolument magnifiques, mais que vous ne verrez pas, qui sont les chocolats de la boutique. On s'installe et on vous reprend. Voilà. Puis on remet sur. Très bien, oui, c'est parfait. Voilà. On remet sur ça. Comme Oui, ça. tout à fait. L'intérêt de fermer, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Là, si je parle de cette distance-là, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc c'était vraiment la bande passante, et on aurait peut-être même pu garder les ordinateurs. Bon, ben, on en parlera forcément à un moment donné. Le lieu d'où nous enregistrons d'habitude, qui est en pleine campagne, visiblement a une bande passante supérieure au centre d'Albertville. Je pense que ça va beaucoup faire rire aux endroits où nous allons le dire. Voilà. Mais là, on est dans une rue passante. Hein. Oui, en plus, on est dans une rue passante. Hein. Bon. Alors, vous avez compris de la présentation de notre ami Christophe, pardon, qu'il est né, si je comprends bien, dans la seule ville qui a un avantage extraordinaire, qui est la ville de Blois, qui non seulement a un château tout à fait extraordinaire, mais c'est une ville qui sent le chocolat. Et vraiment, hein, pour ceux qui sont passés par Blois, c'est une ville où on sent le chocolat, parce que je crois qu'il y a une grande entreprise de chocolat qui est sur la ville. Donc, c'était donc un peu prédestiné. Alors, on a dit un minimum sur lui, on va aller beaucoup plus loin tout à l'heure dans la présentation, mais je voudrais que peut-être on a un système qui nous permet de connaître un peu mieux les gens pour les faire parler. C'est une forme de questionnaire de Proust. Le questionnaire de Proust, c'est on va te demander de nous donner un certain nombre de goûts et qui vont nous permettre de te connaître un peu mieux. S'il y avait un livre que tu trouves, un livre que tu apprécies, ça serait quoi? Alors un livre, moi il faut absolument que Vous l'entendez bien? il faut que je me rapproche. Eric, tu étais un peu loin du micro. Voilà. Donc là, c'est mieux là? Effectivement. Toi, Christophe, ça va? C'est mieux là? Voilà. C'est bien là, oui. C'est parfait. Alors, très bien. S'il y avait un livre, quel serait ce livre? Alors moi, les livres que j'affectionne depuis que je suis tout gamin, c'est Frison Rush, premier de cordée. Ça a été un de mes premiers livres que j'ai adoré. Après, ça va être les livres, j'aime beaucoup les livres aventures où il faut de l'espace, les éléments un peu. Donc j'aime énormément la mer, ça Alain il le sait. Et j'aime beaucoup les skippers, donc j'aime aussi les livres qui relatent les aventures de skippers. Bon, s'il y avait un film, ça serait quoi? Un film, j'ai pas réfléchi à cette question. C'est pas grave. Si j'avais un sport, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'un chocolatier, le matin d'être avec vous, il prend son vélo et il va se promener dans la campagne et il part avec son vélo. S'il y avait un sport, est-ce que ça serait le vélo ou ça serait Ouais, ça serait le vélo. Ouais.
ça serait le vélo. Et, le vélo, c'est quelque chose qui a suivi mon enfance. Depuis tout petit, je fais du vélo et ça m'a permis d'apprendre à me connaître physiquement, de me détendre, d'aller au fond de, comment dire, de mes projets, que ce soit autant les défis, comme vous avez compris, j'aime beaucoup les concours, ces choses-là. Donc, il y a toujours une approche un peu physique, mais aussi psychique. Et dans le vélo, en fait, je retrouve les choses que j'aime, c'est-à-dire la nature, les grands espaces, bien respirer, parce que je travaille à l'intérieur, en fait, et je pense qu'avec le recul, j'aurais aimé peut-être plutôt faire un métier de l'extérieur, tourner vers la forêt, où il y a des essences, des choses comme ça, être vraiment dans la nature. Donc, on va dire que l'hiver, quand je fabrique mon chocolat, je suis entre guillemets renfermé tout le temps. Et j'ai un besoin au printemps de un peu de faire renaître un peu comme la sève monte. Vous avez les fleurs qui apparaissent, les odeurs qui apparaissent, les abeilles, les oiseaux qui chantent, etc. Et pour moi, c'est signe de vie. Et j'ai besoin de ça pour me ressourcer et pour inventer aussi, pour créer de nouvelles choses, pour vivre tout simplement. Se sentir vivant, je pense, c'est là avec ce qu'on vient de vivre, le Covid, ça une année qui est très particulière. Et ça a touché tout le monde. Et moi, je sais que ça m'a touché aussi pleinement parce que j'ai senti que les gens avaient besoin de nous pour avoir un petit lien de réconfort. Et en même temps, nous, ça a été aussi difficile parce que moi, j'ai perdu un peu ce fil de vie aussi. Et j'étais touché dans ma personne de ne pas pouvoir aller dehors, de ne pas pouvoir bouger, etc. Et j'ai senti que j'avais moins l'appétit à créer aussi, quoi. J'étais en manque d'inspiration, j'étais en manque de... Je souffrais un peu comme tout le monde, en fait. Cet équilibre entre le chocolat et le vélo, moi je trouve que c'est merveilleux parce que vous verrez tout à l'heure ce que nous dira le neuropsychologue du chocolat. Eh bien, finalement, pour le mangeur de chocolat, ça sera probablement à peu près la même chose. Donc, on en reparlera ensuite. Donc, du coup, pour avoir parlé de la vie de dehors, les fleurs, etc., et il y a un film qui me revient où j'ai passé un très bon moment, qui m'a évadé. D'ailleurs, quand j'ai pas trop le moral, c'est un film que je conseille de regarder. C'est Le Goût des merveilles. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se passe dans le Luberon. C'est une femme qui perd son mari et qui doit reprendre l'entreprise où, en fait, elle a des vergers d'abricots à s'occuper. Et il y a une rencontre fabuleuse dans le film qui fait qu'elle arrive à mettre au bout son projet et reprendre l'entreprise. Et vous êtes en pleine nature, vous voyez des papillons, c'est très bien filmé avec le vent qui caresse les blés, etc. Et, enfin, pour moi, ça me rappelle la nature de mes grands-parents quand j'étais à la ferme. Et ouais, c'est un film qui fait du bien, qui est tout simple. Eh bien, on mettra Le Goût des merveilles en lien sur le Facebook au-dessous de cet entretien quand il y sera. S'il y avait un héros, ça serait lequel? Un héros ou une héroïne, hein, évidemment. Alors, j'en ai plusieurs. Le premier, c'était mon père. Je ne peux pas faire autrement. Il nous a quittés très tôt, enfin trop tôt. Et c'est une personne qui me manque beaucoup, donc je le mettrai en premier. Sa disparition, ça a été compliqué parce que c'était mon héros. Donc quand on perd son héros, on est un peu perturbé. Et en fait, c'est grâce à la mort de mon père que vous m'avez aujourd'hui sur Albertville parce que j'avais besoin de me ressourcer, de changer d'air, de faire un nouveau projet, que mon enfant grandisse dans un autre environnement que Paris. Aujourd'hui, je suis content de ne pas y être resté parce que ce qu'on vient de connaître, tous mes copains parisiens sont dans la peine d'être dans les laboratoires fermés, d'être dans le béton. Moi, j'ai quand même la chance de pouvoir faire le tour de Conflans, même quand on avait droit qu'à 1 kilomètre. C'était merveilleux, quoi. On a vraiment beaucoup de chance, quoi. Alors, vous voyez qu'avec ce petit questionnaire de Proust, et il y a encore quelques questions, on arrive vraiment à mieux connaître les gens, plus que toutes les questions qu'on pourrait leur poser. Justement, tu disais... Le deuxième héros, je peux le dire? Ah, ben si, oui, évidemment. Jean Le Cam. Ah, Jean Le Cam, deuxième héros. Bon, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est simple, qui a des valeurs simples, qui
qui, je pense, me ressemble énormément parce que c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense. Il ne cherche pas de faire du vocabulaire ou il est cash avec lui et il est très nature. Donc j'aime beaucoup ce bonhomme. Et puis en fait, il a relevé un défi là avec un des plus petits budgets. Il était perdant d'avance parce qu'il avait un bateau qui avait plus de 20 ans, qui n'était pas du tout dans la norme. Et en fait, il s'est dit, bah, je vais quand même y aller. Je veux donner espoir aux jeunes que l'aventure en mer, c'est possible avec un petit budget. Et au final, je ne sais plus s'il fait 3 ou 4. Enfin, c'était exceptionnel, quoi. Il nous a donné une très, très grande leçon de vie, quoi. Bon, on commence à un peu mieux connaître notre ami Christophe Taforo. On va continuer avec allez, 2, 3 autres choses. Un lieu ici, tu as parlé de Conflans, mais donc tu n'as plus le droit de choisir Conflans, et un lieu ailleurs. Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme lieu ici et comme lieu ailleurs? Alors, le lieu ici, c'est une des images qui m'a. En 2000, le Tour de France passait à Albertville. Et j'étais dans le sous-sol du laboratoire du Meurice où je travaillais à l'époque. Et en fait, à la pause, bon, comme je suis amoureux du Tour de France et du vélo, enfin ça vous l'avez compris, je me suis permis de faire une petite pause café pour aller voir le Tour en Savoie, enfin le Tour passé ici. Et en fait, j'ai vu le lac de Roseland et du coup, je suis tombé amoureux et j'ai dit c'est là-bas que je vais aller vivre, quoi. Voilà. Alors, on est au moins 2, hein, visiblement. Je crois qu'on est sûrement au moins 3 ou au moins 1000. C'est un des endroits où j'adore monter, me recueillir, me poser dans un champ avec les vaches, penser ou pas penser du tout d'ailleurs, juste s'évader et profiter de la nature et être bien. Voilà. Donc ça, c'est le lieu ici. Et le lieu ailleurs, tu m'as parlé de certains lointains, je crois. Alors le lieu ailleurs que j'ai adoré et que j'aimerais bien retourner, mais il faudrait que le Covid soit... Parce que moi, j'ai quand même une chose que j'ai pas fait dans ma carrière, que je voulais faire, c'est au début, j'avais l'envie de faire ce métier pour voyager. Donc notamment, j'aurais bien aimé faire un tour du monde sur un bateau ou quelque chose comme ça. Être pâtissier sur un yacht ou sur un bateau genre paquebot, ça m'aurait plu, quoi. Je l'ai pas fait, donc j'ai fait une autre carrière, j'ai un autre choix. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu ce manque de voyage. Donc j'aime beaucoup voyager en vélo, mais en vélo on fait quand même des voyages assez proches. Et dernièrement, avant le Covid, c'était en 2018, je suis allé dans une île qui m'a vraiment. J'ai eu un coup de foudre, c'était l'île de Madère. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble beaucoup à ici parce qu'il y a beaucoup de montagnes, c'est la mer et la montagne. Des fruits, j'adore tout ce qui est fruits exotiques, donc là-bas, c'est les fruits de la passion, les mangues. Vous avez la vanille qui monte en liane sur les troncs des séquoias. Enfin, c'est impressionnant là. Cette nature, je crois que je suis très proche du cacao pour ce côté équateur, voyage. Enfin, j'aime beaucoup les îles, quoi. Je suis allé aussi en Martinique, j'adore la noix de coco. J'ai un de mes gâteaux qui s'appelle l'exotique, c'est vraiment le lien de tout ce qui est fruits exotiques avec la vanille en base. Après, on a l'ananas, la mangue, l'acidité de la passion, la noix de coco. Enfin, j'adore tous ces parfums-là, quoi. On va quand même te donner une bonne nouvelle, c'est qu'à vélo, et surtout vu que tu en fais beaucoup, on peut faire tout, hein. Il y a une amie du Nifpop qui est venue en plein été lorsque nous avons fait le petit traité de philosophie avec Didier Tronchet. Sophie Planck, elle a fait depuis le nord de l'Alaska jusqu'au sud à la Terre de Feu et elle l'a fait en vélo. Elle habite Bozell, on pourra te la faire rencontrer éventuellement. Et donc, le vélo permet, pourquoi pas, de rêver et de rêver en longueur. Alors, chers amis, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu mieux qui est Christophe Taforo. Donc, on va pouvoir passer cette fois-ci à la deuxième question. C'est comment devient-on Christophe Taforo? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre le petit gamin qui était à Blois et qui sentait le chocolat, et puis le moment où il se retrouve maintenant à Albertville, dans une magnifique boutique avec des odeurs où ça sent toujours très très bon le chocolat. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les moments marquants?
Les moments marquants, en fait, c'est donc comme je vous ai dit, Blois, c'est un moment très important parce que c'est là où j'ai mes premières connaissances gastronomiques, ma première, comment dire, mes premières techniques, tout ce qui m'apporte le goût, la dégustation, la technique de découper, la technique. Enfin, le lycée hôtelier, pour moi, ça a été une vraie révélation de faire vraiment ma passion, quoi. Après, ça a été comment je pourrais expliquer dans, en fait, moi, j'aurais aimé rester en Touraine parce que je suis quand même attaché à ma région. Mais en fait, il n'y a aucun chef qui a cru en moi parce qu'en fait, avec le problème du championnat de France, ça a été un peu médiatisé sur la Nouvelle République, etc. Et en fait, à cette époque-là, c'était pas bien vu que les jeunes s'approprient les médias pour parler de leur métier, alors qu'ils n'avaient pas, pour eux, ils n'étaient pas crédibles parce qu'ils n'avaient pas assez de maturité, pas assez de. Maintenant, on fait confiance dans les jeunes, on les met en avant dans le sport, dans plein de choses. Mais il y a 30 ans, c'était un peu, tu passes devant le chef. Donc du coup, j'ai pas pu aller bosser chez Bardet à Tours. J'ai eu des offres sur plein d'autres endroits. En fait, le premier CV que j'ai envoyé, c'était au Negresco à Nice, ou à Cannes, je crois, et à Nice. Après, j'ai envoyé au Ritz et à la Tour d'Argent. Et en fait, la Tour d'Argent, j'étais pris un mois après. Donc, je suis monté à Paris, en fait. Donc, le deuxième déclic, c'est Paris. Les grandes maisons, travailler avec des meilleurs ouvriers de France, les grandes brigades, des maisons mythiques, la Tour d'Argent, le Ritz, le Crillon, voilà. Et puis, en fait, de là, et en fait, vous rentrez dans une grande famille qui est la gastronomie, les chefs. Et en fait, j'en ai un peu oublié mon idée de partir sur un bateau parce qu'en fait, je pensais que pour se vendre à l'étranger, il fallait d'abord bien savoir son métier. Donc, c'était important que je fasse ça. Et puis après, la vie, elle avance. Vous avez 26 ans. Après, vous rêvez d'être chef d'un grand hôtel. Et en fait, ça met 10 ans. Il m'a fallu 10 ans pour réaliser ce rêve. Et j'ai été chef pâtissier au Meurice en 2000. Voilà. Et après, l'histoire le tournant, c'est en 2000. Donc j'ai mon fils qui est né en 99. Donc ça a été un autre déclic qui m'a fait comprendre qu'à Paris, j'étais pas à ma place parce que j'étais à ma place dans mon métier parce que ça me plaisait tout ce que j'avais fait, tout ce que les chefs m'avaient apporté, et ces maisons-là aussi. Mais par contre, j'étais en décalage avec ma vie de ce que j'avais vécu quand j'étais enfant avec la Touraine, avec la campagne, les vaches, les prairies, etc. Et moi, j'avais besoin d'être dans un milieu où à côté, il y a ces choses, ces valeurs fortes soient là, quoi. Et en fait, comme je suis venu à l'âge de 12 ans faire ma colonie de vacances de ski à Autlus, au Césis, en fait, j'ai eu ce souvenir-là que ici, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas d'agriculture intensive, il y avait des beaux espaces, les vaches mangeaient vraiment de l'herbe, les gens avaient des vraies valeurs pour faire leur dio, leur raclette. Enfin, les Savoyards, c'est des gens qui, au départ, sont un peu russes parce que c'est des montagnards, mais une fois qu'ils vous ouvrent leur cœur et qui commencent à mettre la raclette et puis faire couler le vin blanc, en fait, c'est la fête, quoi. Et ça me rappelait un peu ce côté convivial de ma famille quand j'étais plus jeune, quoi. Vous l'avez senti, Christophe est une publicité vivante pour la région. On va ressortir régulièrement les arguments, c'est formidable. Peut-être justement pour essayer de mieux sentir les différentes étapes de ton parcours qui va de Blois jusqu'à Albertville. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ce que tu as appris au cours de tes études de cuisinier ou de chocolatier, c'est-à-dire notamment soit des choses formelles que tu as appris dans l'apprentissage ou aux côtés de quelqu'un, qu'est-ce qui a été une révélation? Ouais, moi je peux parler, je peux rendre hommage aux gens qui m'ont formé, qui m'ont apporté, qui s'est passé quelque chose avec eux. C'est monsieur Marc De Witt, qui est aussi disparu, trop jeune. C'est un pâtissier cuisinier qui était donc prof au lycée hôtelier à Blois, et c'est lui qui m'a mis sous sa coupe, qui m'a pris sous sa coupe quand j'avais 17 ans pour m'entraîner au championnat de France. Et ça reste pour moi un souvenir indéfinissable. On a pris à l'époque, c'était le Corail, qui vous emmenait de Tours à La Rochelle.
je révisais mes petites notes. Il a toujours été attentionné. C'était un deuxième père dans la pâtisserie, en fait, quelque part. Et qu'est-ce qu'il t'a appris? Il t'a appris la rigueur, il t'a appris Oui, le goût, il t'a appris quoi? il m'a appris qu'il fallait savoir se remettre en question, que rater, c'était pas grave, qu'il fallait savoir cramer des génoises, qu'il fallait savoir rater une courbe de chocolat, de cuire une anglaise pas comme il faut, que c'était justement une de mes forces de caractère, c'est ce côté d'être la pugnacité, de se dire ben, de tes erreurs, tu seras encore plus grand parce que je vais de nouveau refaire et je vais retravailler et je vais y arriver. Et ben, en fait, à force d'entraînement, et aussi, je pense que dans ma famille, les gens disent que je suis doué, donc pour moi, ça paraît facile. Mais n'empêche que ma force, ça a été de m'entraîner sur les choses que je n'aimais pas, faire, et les choses que je ratais. Ce que je savais faire. En fait, moi aujourd'hui, quand j'ai un jeune, ce qui se passe, c'est ça en fait. C'est quand on se rend compte qu'on est bon dans quelque chose, et souvent tous les gens, comme ils sont bons dans quelque chose, c'est vachement plus facile. Du coup, tu vas toujours dans la facilité. Alors qu'en fait, pour bien apprendre, pour être complet en pâtisserie, cuisine et chocolat, il ne faut pas aller vers ce que tu aimes. Il faut aller à la découverte de justement ce que tu n'aimes pas faire et relever le challenge de dire bah non, j'aime pas les charlottes, mais je vais faire une charlotte. Bah, j'aime pas le sucre tiré, bah, je vais faire du sucre tiré. J'aime pas, je sais pas moi, peu importe. Mais en fait, je dirais que même pour les gens qui n'aiment pas faire du vélo, il faudrait qu'ils se disent, j'essaye de faire du vélo pour qu'ils se rendent compte que quand moi j'écris sur mon post que pour moi c'est une vie rêvée et que je respire le bonheur, bah, qu'ils comprennent un peu cette sensation-là, quoi. On va s'arrêter un peu sur justement les épisodes du chemin, là, qui est vachement intéressant jusqu'à maintenant. Allez, une grande joie et puis une grande difficulté dans ce parcours-là. Est-ce qu'il y a une joie qui te reste particulièrement? Est-ce que c'est le jour où tu as gagné le championnat de France du dessert? Oui, carrément. C'est ce jour-là, ouais, le jour où je gagne à La Rochelle, c'est le plus, enfin, professionnellement, on va dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Après, quand j'ai gagné le concours aussi pour être chef au Meurice, ça a été une grande satisfaction de ma carrière parce qu'il y avait quand même des gars, on était en compétition pour avoir la place. Il y avait des gars du Ritz, du Crillon, de chez Le Nôtre. Et moi, je sortais entre guillemets, de ma petite campagne. J'étais pas dans une maison, j'avais pas une maison phare qui était derrière moi pour vendre le nom, en fait. Et ils se sont dit que bah, ils sont pas fait gaffe, les gars, en fait. Ils ont dit bah c'est pas grave, de toute façon ça va passer. Et en fait, je me suis battu comme un lion. Et, et en fait, les directeurs qui m'ont choisi, ils n'ont pas pu. Ça a été une belle revanche. Attends, moi, j'ai jamais fait un concours comme ça. Tu as l'air de dire que tu aimes les concours. Moi, je trouve ça hyper stressant. Et c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième dans un concours comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as été premier, à ton avis? Bah, moi, c'est tout bête, hein, c'est que j'ai pris un risque. Voilà. Quand tu regardes aujourd'hui Top Chef ou les émissions qu'il y a aujourd'hui, ça me fait toujours un petit peu penser à ce que j'ai vécu, parce que j'adore les candidats qui vont là où on ne les attend pas. Toujours la même chose, pas choisir la facilité. Moi, je vais vous raconter l'histoire. Championnat de France, à l'époque, on avait un panier, il y avait énormément de fraises dans le panier et il y avait 4 bananes. Et donc, Marc De Witt, mon professeur, m'avait dit surtout, panique pas, ne va pas trop vite, essaye de prendre la mesure de ta finale et regarde un peu ce qui se passe autour de toi. Et en fait, j'ai démarré mes recettes sur des pesées et j'ai un peu traîné les pieds pour lancer mon inspiration. Mais sur le papier, j'avais choisi de faire un dessert à la banane, au chocolat et aux épices. Parce que je m'étais dit, de toute façon, il faut tout mettre. On est 18. Pour être le premier, il faut être différent. Et s'il y a beaucoup de fraises, tous les candidats ils vont faire un fraisier. Et en fait, le résultat, ça a été ça. Il y a eu 17 fraisiers et il y a eu un gâteau à la banane et au chocolat et aux épices. Et je suis premier. Et le reste, il y avait un MOF de Toulouse qui m'avait dit, on te félicite parce que tu es le seul qui a vraiment pris les risques. Déjà, dans ton jeune âge, de mélanger des ingrédients qui ne sont pas vraiment faciles. Il y avait très peu de quantité.
Et en plus, tu as eu l'ingéniosité de ne pas nous gaspiller les fraises. Tu as fait un coulis de fraises pour accompagner ton gâteau. Donc en fait, je n'ai pas acheté les fraises. Et il dit, pour le reste de la dégustation, on s'est un peu ennuyé parce qu'on aurait dû appeler le concours du fraisier. Mais en fait, pour le 2, le 3, le 4, le 5, ils ont dégusté que du fraisier. Donc c'est difficile de goûter que des fraisiers, quoi. Et le concours à l'hôtel Meurice, est-ce que c'était là aussi un risque que tu prenais ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui a fait la différence entre le premier et le deuxième? Je dirais que c'est pas bien ce que je vais dire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est comme c'est un métier, comme ils étaient intronisés par des grandes maisons, en fait, les chefs, ils sont arrivés, c'est pas eux qui avaient fait les desserts. Je suis le seul à avoir fait mon buffet. En fait, c'est pour ça que les gens, ils ont été épatés. C'est que, d'ailleurs, j'aurais été très déçu de ne pas être pris parce que quand j'ai vu les autres arriver, moi, j'ai bossé toute la nuit. J'ai présenté mon buffet, c'était pour midi. Et en fait, j'ai travaillé de 20h le soir jusqu'à midi et j'ai tout présenté ce qu'ils demandaient. J'ai tout fabriqué sur place. On nous avait prêté les cuisines du Lutetia qu'ils avaient fermé exprès une journée pour faire le concours. Et en fait, moi, je ne comprenais pas, j'étais tout seul à bosser là-dedans. Puis je dis, mais les autres concurrents, ils viennent quand? Et en fait, ils sont arrivés à 9h avec déjà la moitié de leur préparation qui était prête. Donc en fait, ils n'étaient pas crédibles parce que en fait, ils avaient fait travailler leur brigade, c'est la moitié des autres gens qui avaient fait leurs produits, quoi. Ils ne pouvaient pas savoir si le chef il savait exécuter exactement les éclairs comme il voulait, les tartes aux pommes comme il voulait, etc., quoi. Puis ils n'avaient pas de création à proprement dit. Alors que moi, je les avais fait sur place. Je suis arrivé, j'ai pris mes pommes, je les ai épluchées, j'ai fait mes petits pompons. Enfin, ils ont vraiment vu toutes les étapes et que j'avais vraiment mérité le challenge, en fait. On imagine qu'un chemin aussi beau, c'est pas quand même un chemin de rose tout le temps. Ah, Est-ce qu'il y a eu un gros obstacle un jour, une grosse difficulté, si tu as envie d'en parler? ouais, je vais en parler, c'est pas tabou. J'ai une maison où pour moi ça a été vraiment très très difficile. C'est quand je suis arrivé à la Tour d'Argent, un chef qui s'appelle, parce que lui il est toujours là, Monsieur Manuel Martinez, comment on pourrait appeler ça? Aujourd'hui, on va dire que ça serait comment, j'avais pas le mot. Un harceleur, Ouais, voilà, grosso modo, oui, c'est un peu ça. un harceleur. Quelqu'un qui limite nous tapait dessus, enfin, c'était vraiment très 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 difficile, humiliant, très humiliant au niveau psychologique, dans le te rabaisser tout le temps justement. Et en fait, moi en fait, je voulais absolument aller au Ritz après, et je savais qu'il fallait que je tienne au moins 1 an dans cette maison pour pouvoir avoir les portes ouvertes de l'autre palace. Alors heureusement aujourd'hui c'est plus comme ça. Mais c'était un chef très gueulard. Et je vais vous raconter une anecdote comme quoi ça m'a marqué dans mon parcours. C'est qu'un jour, j'ai invité mon ami, parce que j'adore aussi la gastronomie, j'adore aller au restaurant. Et un jour, on s'est retrouvé dans le restaurant de la fille de Marc Vera. Et en fait, on nous a servi, et en fait, ça s'est mis à gueuler en cuisine. Et en fait, mon ami m'a dit, mais Christophe, ça va pas, t'as un problème. Et en fait, je revivais, j'ai eu comme un souvenir qui était refoulé, qui est revenu au moment où ça m'est arrivé. Alors j'avais complètement oublié cette situation. Et en fait, ça m'a bloqué. J'ai pas pu rester manger là-bas, quoi. Et du coup, après, j'ai dû lui en parler pour vider un peu mon sac de quelque chose que j'avais enfoui et que pour moi, c'était plus possible de vivre comme ça, quoi. Enfin, que les cuisiniers ne pouvaient plus parler à leurs commis comme ça, quoi. Bon, je crois qu'on a vraiment une bonne petite idée désormais de savoir qui est Christophe Taforo d'une part et comment on y arrive, même si il aurait plein de choses à nous raconter encore sur ce sujet-là. Mais c'est quand même très important qu'il nous parle du chocolat, puisqu'on est là pour ça. Et alors les questions, elles sont simples. Ce sera que dire sur le chocolat? Qu'est-ce qu'un bon chocolat? Qu'est-ce qu'un bon chocolatier? Comment on s'y prend, etc. Et qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur le chocolat? Question très générale au début. Je dirais que c'est ma deuxième grande passion. Alors du coup, ça va peut-être paraître complètement anachronique par rapport à la réputation que vous me donnez, mais je tiens à dire que je suis autodidacte dans le sujet.
parce qu'en fait, j'ai vraiment baigné dans le cacao. Pour devenir chocolatier, c'est Albertville, quoi. Donc, le chocolat, c'est une matière qui est noble et qui m'avait toujours plu dans l'élaboration de mes desserts, parce que en fait, j'ai fait quand même pendant 10 ans des cartes de restaurants, de palaces, de restaurants gastronomiques, 1 étoile Michelin, 2 étoiles Michelin. Donc, on avait toujours un dessert phare au chocolat. Donc, on travaillait les états, les textures, le goût, les différents. À l'époque, les origines, ça marche. C'était pas encore vraiment d'actualité. Mais quand j'étais au Meurice, j'ai rencontré la personne que je vais vous présenter après, c'est donc ce qu'on appelle un couverturier. Donc, c'est mon producteur. C'est la personne qui va dans les pays chercher les fèves et qui me fabrique la couverture de chocolat. Voilà. Et cette personne-là, en fait, elle était venue présenter ses produits quand j'étais chef au Meurice en 2000. Et donc, je l'avais déjà rencontré un petit peu avant. Et quand j'avais goûté ces notes de couverture de chocolat, j'avais vraiment trouvé quelque chose de différent. Il s'était passé déjà quelque chose, en fait. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gastronomie française, les chefs de cuisine, ils ont le pas sur les pâtissiers et c'est eux qui choisissent avec quel fournisseur on doit travailler. Donc en fait, nous, on travaillait avec Valrhona exclusivement parce que Valrhona est partenaire au Bocuse d'Or, ils sont partenaires dans énormément d'événements de la gastronomie française et en contrepartie, les chefs, ils jouent le jeu dans leurs établissements d'imposer aux pâtissiers de prendre exclusivement Valrhona. Ce qui fait que ça cloisonne un peu le truc, quoi. Mais moi, comme je suis toujours un petit peu, j'aime bien ce côté, j'aime bien être libre et j'aime bien ne pas être comme les autres. Donc en fait, quand il y a beaucoup de moutons, j'aime bien pas être un mouton. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, d'être tous ensemble avec Valrhona, etc. Moi, quand je suis arrivé ici, donc maintenant, je dois passer 1,5 tonne à l'année. Donc tous les couverturiers veulent vous vendre leurs produits, parce que vous représentez quand même un chiffre d'affaires. Et Valrhona était là, etc. Et en fait, il s'est avéré que quand j'ai commencé à développer l'entreprise ici et que je me suis penché sur la technique, c'est en fait quand on devient chocolatier, j'ai eu donc ça a été mon premier souci quand je me suis installé, c'est qu'il a fallu que j'enlève on pourrait parler comme un ordinateur, il a fallu que je fasse une mise à jour de mes recettes. Parce qu'en fait, quand on est dans la gastronomie et le dessert à l'assiette, on veut être tellement dans la surprise qu'on est dans les extrêmes de texture. Mais en fait, on oublie la conservation et le transport. Et quand vous êtes chocolatier ou pâtissier en boutique, il faut que vos desserts soient présentables, que ça se transporte, que ça se tourne pas dans la boîte. Donc en fait, on ne peut pas travailler de la même façon. Et aussi, on a une DLC qui est plus grande. Parce que moi, mes chocolats, il faut qu'ils puissent se conserver 15 jours, 3 semaines. Or que au Meurice, ça m'est arrivé de faire une ganache, une truffe avec, par exemple, je mettais du lait pour que ça soit beaucoup plus liquide quand ma truffe, on cassait le coulant dedans. Ça faisait comme une sauce, si vous voulez. Et ça, quand je suis arrivé ici, j'ai eu des problèmes de moisissure, de conservation, parce qu'en fait, il a fallu que je me remette mon curseur sur pâtissier. Donc pâtissier, ça veut dire technique. Et là, donc là, je me suis de nouveau remis en question, parce que pour moi, il était hors de question. J'avais un gros challenge, quoi, parce que j'étais super déçu de ne pas arriver à. Quand quelqu'un me ramenait un ballotin qui avait un problème, fallait que je comprenne, que je me remette en question et que je sache vraiment. Donc, du coup, j'avais des contacts à Paris, notamment à l'école Le Nôtre, où j'ai rencontré beaucoup de MOF durant lesquels je suis formé pour faire des stages de perfectionnement tout au long de ma carrière, depuis la Tour d'Argent, en passant par le Scribe et au Meurice. Donc, je faisais à peu près 1 ou 2 stages par an en perfectionnement. Ça peut être la viennoiserie, un cours sur les biscuits, un cours sur les bûches, un cours sur le chocolat. Mais en fait, quand on est en restauration hôtellerie, on n'a pas proprement dit de bonbons de chocolat. On fait plutôt des petites tartelettes avec une ganache café un peu coulante, un peu croustillante. Donc en fait, cette technique de chocolatier pur, de faire des ganaches, d'emprisonner des goûts dans des ganaches et des bonbons,
je l'ai appris sur le tas à Albertville, quoi. Et en fait, comme je ne m'entendais pas très très bien avec Monsieur Bernard, la personne avec qui j'ai acheté le fonds de commerce, Monsieur Bernard était quelqu'un de très… où, en fait, son métier, il faut aller vite pour faire les choses. Et pour moi, il ne respectait pas assez les techniques. Et donc, du coup, je ne pouvais pas travailler avec lui. C'était trop compliqué. Donc, j'ai fait appel, j'ai appelé un de mes anciens copains qui s'appelle donc Thierry Atlan, qui est meilleur ouvrier chocolatier et qui est maintenant installé à New York. Et avec Thierry, je suis allé en stage, donc c'était en 2000, je suis arrivé en 2002, j'ai fait le stage en 2003. C'était la dernière année où il officiait chez le nôtre. Et en fait, lui, il m'a remis, on a refait que de la techno. Et c'est là où je me suis vraiment penché sur le cacao, enfin le chocolat, pour comprendre vraiment le chocolat. Et en fait, c'est une matière qui est magique parce qu'on peut faire énormément de choses avec. Mais par contre, il faut être très, comment dire, il faut vraiment connaître toutes ces molécules pour comprendre le mécanisme de cristallisation à l'intérieur d'une ganache, etc., la stabilisation, le séchage, le croûtage, le découpage. Il faut vraiment respecter la semaine de travail avant d'enrober votre bonbon, de façon à ce que votre ganache soit bien stabilisée, sèche, mais pas bloquée, comme qu'elle reste moelleuse, mais que le taux d'hydratation soit quand même pas trop élevé. Parce qu'en fait, moi, comme je voulais des choses moelleuses, j'avais tendance à mettre trop d'hydratation. Et en fait, c'est un problème après pour que le chocolat se conserve. Et s'il ne se conserve pas, du coup, il y a trop d'eau. L'eau va vouloir s'en aller et elle va taper dans l'enrobage de chocolat. Et du coup, c'est là où ça fait une cloison qu'on appelle, le chocolat, et en fait, il va se rétracter. Et du coup, il va y avoir un trou d'air. Et dès qu'il y a un trou d'air, il peut y avoir une moisissure. Alors, tu commences déjà à répondre, mais on va pousser plus loin encore dans ces Donc recoins-là. ça a été donc là, c'est ma 4e rencontre qui a changé. C'est Thierry Atlan qui m'a fait devenir chocolatier, qui m'a fait comprendre vraiment la matière. Avant, j'aimais la matière en tant que, comme vous, c'est-à-dire vous prenez une tablette, vous la croquez, vous la dégustez. Mais moi, je parle là de la comprendre quand tu la travailles. Et là, il m'a fait passer un cap. Et alors, justement, la question est toute simple, mais tu as parlé d'emprisonner des goûts tout à l'heure. C'est très intéressant. Ouais, alors, comment tu fais? Alors, c'est quoi un bon chocolat? C'est un chocolat dans lequel tu as emprisonné des goûts, c'est ça? Ouais, alors du coup, là, sur cette question-là, il y a deux choses. Il y a emprisonner les goûts, il faut de la matière grasse. C'est sur le gras qui se fixe le goût. Il faut des matières naturelles. Donc là, en fait, je vais plutôt me servir de mon côté cuisinier, qui aujourd'hui m'apporte beaucoup, parce qu'en fait, c'est mes macérations qui font que mes goûts sont uniques dans mes chocolats. Parce que j'emploie pas d'arôme, ni de poudre je fais vraiment des décoctions de chaque élément que j'apporte. Et ça, on va dire que c'est la cuisine qui me l'a apporté. Parce que les cuisiniers, dans leur sauce, ce qui vous fait rêver dans un restaurant, c'est le bon jus, c'est la sauce qui a caramélisé, c'est l'infusion de gingembre, l'infusion de citron. Et je dirais que mon parcours, aujourd'hui, je ne peux pas le regretter, parce que d'avoir fait autant de cartes pour les chefs cuisiniers, qui avaient un œil sur ma pâtisserie avec leur côté cuisinier, c'est-à-dire de mettre un peu de citron, ça va t'amener du peps, ça va désucrer ton dessert, mets un petit coup de moulin à poivre, tiens là tu mettrais bien une petite pincée de cannelle. Ça m'a appris à assaisonner mes desserts. Et en fait aujourd'hui, la reconnaissance que j'ai de tous les clients sur le bassin, c'est que quand ils mangent un de mes chocolats, il se passe quelque chose. Et en fait, je dirais que c'est des chocolats de cuisinier, quoi. Parce que c'est pas, je mets 15 gouttes d'arôme cannelle. Non, c'est une sauce cannelle avec de la crème et de la cannelle que je vais, une fois qu'elle sera optimisée au niveau de son goût, la décoction, je la filtre et je la fais délicatement chauffer pour faire fondre mon chocolat. Et après, je mélange ma ganache qui va s'imprégner dans le chocolat.
et les deux vont se complémenter. Il n'y en a pas un qui va… C'est-à-dire on va toujours avoir le goût de ce qu'on va annoncer, soit la menthe, soit la cannelle, soit le piment. Et à la fin, on aura toujours ce goût de chocolat qui est très prononcé. Parce que du coup, comme il n'y a pas d'arôme, au niveau du palais, le fait que ça soit une décoction naturelle, on a l'élément qui est vif, qui va s'estomper pour donner vie après au goût du chocolat. Alors que si vous allez chez des chocolatiers, moi j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, j'ai goûté, on m'a offert des carrés de chocolat et en fait je voulais essayer un nouveau goût, quelque chose qu'on aurait du mal, je pense, à apporter naturellement, parce que je ne sais pas, j'ai jamais fait. C'était donc à Saint-Rémy-de-Provence et je me suis intéressé à la lavande. Et du coup, le chocolat, j'en ai pas discuté avec lui parce que j'ai pas pu aller le voir, mais j'étais déçu parce qu'en fait, le goût de lavande était tellement prononcé que c'était sûr que c'était de l'arôme ou une essence. Et en fait, ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas le goût du chocolat. Et après, quand j'ai voulu déguster les autres chocolats, il y avait ce goût qui restait tout le temps, en fait, parce que c'est tellement fort. Donc ça, il faut vraiment faire attention, quoi. Alors, si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans un merveilleux roman qui s'appelle Le Parfum, hein, que vous connaissez peut-être, de Patrick Suskind, il y a plusieurs manières d'emprisonner un parfum. On l'emprisonne à l'alcool, on l'emprisonne à la graisse, on l'emprisonne au sel à certains moments. Mais il analyse également les composantes du goût. Qu'est-ce que c'est que le goût? Alors, on a le sucré, on a le salé, on a la mer, on a l'acide, on a le piquant, et pour les Chinois, on a aussi le fétide. Tu travailles sur quelle de ces palettes-là? Est-ce que c'est plus sur le sucré ou est-ce que tu peux travailler la mer, l'acide et comment tu fais? Alors du coup, pour revenir sur le sujet, avec un peu les moments forts de ma carrière, j'ai un souvenir qui me vient quand tu me dis amer, sucré, acide, parce qu'en fait, j'ai gagné un concours où c'était le thème. Quand j'étais chef pâtissier au Scribe, on avait le prix du goût Sofitel, parce qu'on était donc Sofitel, et c'était national. Et en fait, le thème du dessert, c'était de faire un équilibre entre l'amertume du chocolat, l'acidité d'un fruit et le côté sucré. Donc, il y avait amer, acide, sucré. Et donc, du coup, moi, c'est une des premières fois où j'ai travaillé. Donc, à l'époque, comme on était avec Valrhona, j'avais travaillé sur un guanara. Donc, j'avais pris un chocolat quand même avec une puissance aromatique assez forte, que j'avais sublimé avec de la framboise. Pour le côté, la framboise, c'est un petit peu acidulé, mais c'est fruité et sucré. Et j'avais tout sublimé après le tout avec une marmelade de citron et un petit confit de citron. Et j'avais fait une petite tuile gruée de cacao au citron avec, il me semble, pour donner vraiment le goût fève de cacao à la fin, dessus, un petit sorbet cacao pour venir caresser tout ça, quoi. Bon, vous vous sentez un peu rêver et saliver, hein, même sans l'odeur. Il me semble que je vous vois malgré tout saliver. Je vais bientôt passer la parole au premier questionnaire, et puis je reviendrai moi à la charge parce que j'en ai un paquet aussi de questions. Mais il y a un des premiers questionnaires qui n'est pas là ce soir et qui est Arnaud Carré, professeur de neuropsychologie à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et c'est celui qui nous a fait la chimie de l'amour et qui nous a expliqué à l'UNIFPOP qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux, quand on désire, quand on ne désire plus, quand on est jaloux, etc. Et c'est un spécialiste des émotions. Et il nous a fait un petit article sur le chocolat que j'offrirai tout à l'heure à Christophe Taforo. Et à mon avis, ça pourrait d'ailleurs même sûrement être exposé dans sa boutique parce que vous savez, l'homme que vous avez en face de vous n'est pas seulement un artisan du goût, c'est aussi d'une certaine façon un sorcier des papilles et un sorcier des neurones. Parce que, alors, je ne vais pas vous lire l'article, mais je vais vous faire un tout petit résumé de ce que dit notre ami professeur de neuropsychologie. Mais si ce qu'il dit est vrai, écoutez, c'est bien simple, il faut le dire, le chocolat devrait être remboursé par la sécurité sociale. Donc,
Alors, tout d'abord, vous avez effectivement un effet bénéfique sur le cerveau, qui est un effet tout à fait avéré, notamment à cause de quelque chose qui se trouve dans le chocolat et qui s'appelle les flavanols. Et les flavanols, eh bien, ça prévient les maladies coronariennes et ça prévient y compris les accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est une première très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, selon Arnaud Carré, professeur de neuropsychologie, c'est que le chocolat améliore les fonctions cognitives. Parce que comme il a un effet sur l'hippocampe, qui se trouve à la base du cerveau, l'apprentissage est favorisé, la mémorisation est favorisée et la concentration sur un sujet est favorisée également. En gros, si on vous faisait goûter les chocolats de Christophe Taforo en même temps que vous nous écoutez, il y a de fortes chances pour que vous reteniez encore mieux le contenu de ces 21 rencontres. C'est juste une idée parmi d'autres. Hein. Voilà. Troisième effet, c'est qu'il y a un effet sur ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, eh bien, ce sont nos capacités d'adaptation. C'est le fait que, bah oui, on avait prévu de travailler avec 2 ordinateurs. Finalement, on n'en a qu'un seul. Il a fallu se réorganiser. On s'est réorganisé relativement vite. Sûrement, si on avait mangé plein de chocolat, on aurait été encore plus efficace et encore plus rapide. Et last but not least, comme on dit, c'est très important aussi. Le chocolat apporte du réconfort. C'est intéressant, tu sais que tu as en face de toi Émilie, qui est sophrologue. Et Émilie, elle travaille justement sur la zénitude. Elle nous a fait d'ailleurs un bel exposé sur le sujet. Elle travaille sur le calme, sur le réconfort. Et en fait, ben effectivement, le chocolat aide à réguler ses émotions. Et notamment, il a un rôle très particulier pour les émotions difficiles parce qu'il nous aide à gérer le stress. Et le stress, on en a parlé plusieurs fois, ben c'est effectivement ce qui se passe quand il y a plus d'une ou 2 ou 3 émotions qui se bousculent. Donc, vive le chocolat. Bon, ça, c'était la 3e bonne nouvelle. Il y en a une 4e, puis il y aura quand même une mauvaise nouvelle après. Mais la 4e, c'est que grâce au chocolat, c'est donc votre sorcier que vous voyez à côté, eh bien, il y a un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées par le cerveau, des endorphines, de la sérotonine et de la dopamine. Alors, les endorphines, c'est simple, c'est ce qui permet l'équilibre du système nerveux. La dopamine, c'est ce qui permet cette espèce d'impression de sentiment de récompense et qui nous fait sentir bien. En gros, quand vous êtes amoureux et quand vous mangez du chocolat, c'est à peu près la même chose. C'est ce que les psychologues appellent la bogosserie, c'est-à-dire l'impression d'être un beau gosse, d'être vraiment quelqu'un de tout à fait spécial. Et puis la sérotonine, ben on y revient, c'est ce qui nous permet de réguler les émotions. Alors, avant de passer la parole aux autres questionnaires, je voudrais demander à Christophe, est-ce que tu es conscient de faire de la concurrence déloyale aux pharmaciens? J'en vois une parmi nous. Est-ce que tu es conscient de l'effet que tu as à cet égard? Bah, c'est clair, je suis complètement conscient et complètement d'accord. Je suis le premier à consommer pas mal de chocolat et je pense que j'ai fait un record cette année. Alors, t'as pas dit le dernier mot, mais c'est que si tu en manges trop, tu prends un petit peu de poids aussi. Donc, il faut vraiment un petit carré de temps en temps. Ouais. Non, mais c'est clair que cette année, en plus, ça a été compliqué pour tout le monde. Nous, on a été classés dans les essentiels. Et en fait, au début, j'étais pas trop d'accord avec M. Macron quand il nous a nommé la guerre. On ne savait pas trop où on en était. Je m'étais dit que moi, je faisais quand même plutôt du luxe. Le chocolat, c'était pas essentiel. Donc, j'ai fermé mon magasin. Et puis après, quand j'ai rouvert et que j'ai vu que tout le monde se ruait pour acheter du chocolat et que tout le monde disait « Ah, qu'est-ce qu'on est content de pouvoir manger une petite tablette, ça nous fait du bien le soir devant la télé », du coup, ben, je me suis dit qu'on participait à l'effort national, à remonter le moral de la population. Puis nous, ça nous motive aussi pour venir au travail. Et c'est vrai je pense que je suis dans une de mes années records
de vente de chocolat. Ça a été impressionnant à Noël. On a fait un gros Saint-Valentin. Là, je pense qu'on va faire une belle fête des mères. Je pense que le stop and go a mis les gens dans un état psychologique difficile de ne pas pouvoir voir leurs proches, de ne pas se réunir. Et en fait, donc ça a été compliqué à gérer. Mais au final, on a bien rattrapé à chaque fois qu'on a eu des fêtes, parce que les gens ont quand même comment dire, eu besoin de réconfort. Et donc, je pense que dans ce que disait Eric, je pense que le chocolat est lié au réconfort. Moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais pas bien non plus cet hiver. Et j'ai mangé un peu plus de chocolat. Bon, je crois que vous avez tous compris que vous avez en face de vous un dangereux trafiquant de stupéfiants. Et alors, la mauvaise nouvelle, elle est quand même que même s'il y a 4 avantages notables, il y en a quand même un qui est moins glorieux. Et comme je suis victime de cet avantage ou de ce désavantage, je vais pouvoir en parler en lisant tout simplement les 2 phrases qui ont été écrites par Arnaud Carré, donc professeur de psychologie à l'Université Savoie-Mont-Blanc sur le sujet. Il dit « Paracels, l'alchimiste, disait « Tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. » Il en va de même avec le chocolat que nous pouvons adorer consommer. Certaines matières grasses qui vont participer à la prise de poids sont tout à fait néfastes pour la santé et pour notre cerveau. C'est pour cette raison qu'il sera bon de préférer une consommation raisonnée et contenant autant de chocolat noir que possible, car au-delà de cela, il s'agit surtout non pas d'une histoire de chocolat, mais d'une histoire de sucrerie, avec une forte charge lipidique. Et donc, tout effet bénéfique est perdu à moyen et long terme, et nos facultés mentales, hélas, en pâtissent. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'on reconsidère notre consommation de chocolat, mais visiblement, le chocolat noir est très bon. Alors, je continue avec Alain, peut-être. Alain, si tu veux poser des questions, j'en profite pour ceux qui ne connaîtraient pas Alain, s'il y en avait, pour dire qu'Alain a fait un très beau portrait de Christophe Taffero pour le journal La Savoie, pour lequel il officie régulièrement, et que s'il l'accepte, s'il n'y a pas de copyright trop important, on mettra le portrait à côté des réseaux sociaux sur Christophe, de façon à ce qu'on puisse en savoir plus. Alain, la parole est à toi. Merci. Merci Christophe pour la description de ce qui t'a amené à faire ce métier. J'ai juste là 2 petites questions, je dirais, pour la mise en bouche et pour le côté pratique. Quand on conserve du chocolat, enfin, quand on ne mange pas tout de suite, quand on le conserve chez soi, il faut le garder à température ambiante dans un endroit frais, ou est-ce qu'on peut mettre le chocolat au frigo? Ça, c'est ma première question. Je vais te poser la deuxième tout de suite derrière. Quand on déguste du chocolat, quel est l'idéal comme accompagnement? Est-ce que c'est une tasse de café? Est-ce que c'est un verre de rhum ou est-ce que c'est un Riff Salt? Voilà, merci Christophe pour tes réponses. Salut Alain, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Merci pour ta question. Alors, il faut que je parle plus fort? Tous deux, il faut qu'on parle fort, je crois, parce que la bande passante est alors ça, c'est une question qui revient quasiment, je ne veux pas dire tous les jours, mais les clients nous posent toujours la question, le ballotin de chocolat, je le mets au réfrigérateur. Donc c'est non. Surtout, ne mettez pas les ganaches ou les tablettes de chocolat au réfrigérateur. Le chocolat n'aime pas le froid humide. Donc déjà, il n'aime pas le froid. Et surtout, dans votre réfrigérateur, comme il y a du très froid, quand vous allez le sortir, ça va créer une condensation. Et la condensation va amener de l'eau. Et l'eau est ennemie du chocolat. Donc c'est non catégorique. Donc quand il fait chaud, comme ça va arriver maintenant, le mieux, c'est de consommer. Je dirais que le mieux, ça serait d'adapter votre consommation, de venir plus souvent chez votre chocolatier, acheter des plus petites quantités, mais plus souvent, pour éviter de le stocker trop longtemps chez vous, dans de mauvaises conditions,
où vous serez déçu quand vous rouvrirez le ballotin parce que soit s'il fait un peu trop chaud, ça n'aime pas trop les variantes de température. Si c'est du chocolat cassé, c'est-à-dire les tablettes ou ce genre de produit, ça risque moins il y a moins d'altération. Donc, si vous mettez dans une boîte isotherme, enfin une boîte à biscuits, vous savez qu'on ferme une boîte à gâteaux classique dans votre placard, mais pas pas le coin chaud de la cuisine, parce que si c'est au-dessus de la cuisson et qu'il y a trop de chaleur, ça risque aussi de faire fondre le chocolat. Et après, ce qui va se passer, c'est que le chocolat, même s'il fond une fois, il va rebloquer, mais comme il va être décristallisé, il va se passer que l'homogénéité de la tablette n'est plus optimum. Et le beurre de cacao étant une matière grasse qui devient fluide à l'état chaud, elle va remonter à la surface, et ce qui va faire cette couleur blanchâtre au-dessus du chocolat. Et donc, du coup, après, le goût, il va être altéré, puisque le goût est en partie aussi dans la matière grasse. Si votre pellicule de beurre de cacao est au-dessus et qu'elle n'est plus dans la masse de cacao, bah, il n'y a plus de corrélation entre le goût du cacao et donc le chocolat est déstructuré. Ça, alors, là, je relisais donc avec Monsieur Deloisy quand on fait les dégustations à Château-Renard. Donc le monsieur qui nous fait choisir, qui nous ramène ses jolies fèves et qui nous confectionne nos chocolats. Il dit que le mieux, et c'est avéré, c'est quand même un verre d'eau pas trop froid. C'est plutôt une eau tempérée, on va dire. Et alors, le moment le mieux, ça serait justement plutôt à l'apéritif, c'est-à-dire avant le repas, quand on a faim, et plutôt fin d'après-midi, avant l'apéritif, mais à la place du goûter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une appétence pour goûter le chocolat. On va moins l'apprécier en fin de repas. Notamment, c'est un grand questionnement quand à Noël, on a les bûches, qu'on a déjà eu la dinde, le saumon fumé, le foie gras, et qu'on arrive sur le dessert. C'est toujours notre place en tant que pâtissier chocolatier. Ça a été mon combat quand j'étais dans les restaurants. C'est que on fait toujours la part belle, ça part fort, l'entrée est festueuse, on met des épices, on met du gingembre, etc. Après, la cuisson de la dinde, la sauce au mori, enfin, on charge, on charge, on charge. Et en fait, nous, quand on passe en dernier, ben, des fois, on est un peu frustré parce que quand vous allez à un mariage ou une fête de famille, souvent les gens vous disent bah non, une petite part, j'ai plus faim. C'est souvent le problème, c'est que les chefs ou les mamans en cuisine, parce que moi j'ai eu ma maman, ma grand-mère, c'était pareil, disaient ah mais il n'y a qu'une entrée, on va faire 2 entrées. Après la coquille Saint-Jacques, on va faire le vol au vent. Mais je fais non, stop, arrêtez là. Il n'y aura plus de place pour le biscuit de Savoie et puis la soupe de fraises. Enfin, donc après, c'est comme disait Eric, il faut être dans l'équilibre. Donc c'est sûr que je vous invite à faire un jour plutôt une dégustation de chocolat comme j'avais fait avec Nicolas à Syrah & Co. On avait fait une soirée rhum et chocolat. Donc là, en fait, vous venez, il est 18h, vous avez votre déjeuner est loin et vous n'avez pas fait de goûter. Et là, vous avez une vraie appétence pour vraiment croquer du chocolat d'une manière différente, en fait. Pas après un repas, etc. Écoute, merci à Alain pour ces questions. On va passer la parole à Émilie. Tu pourras reprendre la parole si tu veux après, Alain, sans problème. Émilie, à toi. Alors, Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Zénitude. Tu vois comme elle est zen avec ce sourire. Donc, Ah à toi, Émilie. Eh bien, alors dans les questions, donc j'ai bien compris que c'était quand même avec l'eau que le chocolat se mariait le mieux, avec l'eau tempérée. Mais si on devait boire un vin, Ben, alors, du coup, les vins, c'est vrai que j'ai pas comment dire, j'ai pas allongé la discussion avec la question d'Alain, mais une année, j'avais fait avec du Porto, un Porto un peu du 15 ans d'âge ou 20 ans d'âge. Ça peut être très bien avec du Rasto. Les Rasto signature sont très bien. Le rhum, c'est rhum, cigare, chocolat, c'est top, parce qu'on peut avoir des notes vanillées, on peut avoir des notes épicées, tout se complète. Après, c'est toujours la même chose. Il
faut être plutôt dans la dégustation, c'est-à-dire le rapport alcool-chocolat. Ça va être un petit carré qu'on va mettre dans la bouche, qu'on va laisser faire fondre. Une fois qu'on aura tous les arômes du cacao qui vont venir nous envelopper la bouche, on déguste le rhum ou le vin. Et en fait, il va y avoir, ça va faire comme le parfum que je vous disais pour ma ganache. En fait, c'est là où il y a le rhum ou le chocolat va se marier et en mettant en valeur d'autres notes que si vous avez goûté par exemple tout seul le chocolat, vous n'aurez peut-être pas soupçonné avoir, quoi. Ça va révéler d'autres arômes en fait. La complémentarité vin sucré, parce qu'il y a aussi les banyuls qui peuvent très bien aller. Le massamiel, ça va bien aussi avec. Il y a... Par contre, je pense que on peut aussi boire. Je sais qu'avec Nicolas, on avait fait pas mal d'essais sur. Lui, il a une palette aromatique. Il est sommelier et du coup, il a un vrai palais au niveau gustatif des vins. Et du coup, on avait été loin parce qu'on avait même fait certains champagnes. Parce qu'il y a un chocolat que je fais au citron et au gingembre frais. Et en fait, c'est comme c'est très acidulé et très frais, on avait été jusqu'à le servir avec du champagne. Un champagne bien particulier, très frais, avec des tanins très soyeux. Donc, en fait, je dirais qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de limite, quoi. C'est au goût de chacun. Moi, j'ai très bien apprécié aussi une fois avec mon amie Annie Gontier. On avait fait une soirée chez elle dans les Serres. Je me rappelle, c'est un souvenir aussi que j'ai comme ça qui me vient. Et on avait fait une dégustation sur du vin rouge. C'était des Côtes-du-Rhône qui étaient très corsés. Et en fait, on avait fait une dégustation du chocolat au piment d'Espelette. Parce que du coup, c'était un chocolat qui était très corsé, épicé. Et du coup, ça pouvait très bien aller à l'apéritif avec un vin rouge, style Vaqueras, dans la vallée du Rhône ou un Châteauneuf-du-Pape ou quelque Vous chose comme ça. sentez qu'on sera vraiment obligé de faire un présentiel quand même, ces jours, hein, parce que c'est pas possible ça. Émilie, toujours à toi, si tu as une question supplémentaire, vas-y. Oui, alors j'avais une question, chocolat bio, chocolat organique, ça c'est dans l'air du temps et on en voit partout dans les magasins. Et du coup, Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer la différence peut-être entre un chocolat bio et un chocolat organique ou c'est Moi, la je même dirais chose? que, alors du coup, moi, la personne avec qui je travaille, hein, qui nous sélectionne, je reviens dessus parce que les fèves, elles sont vraiment exceptionnelles, parce qu'en fait, il faudrait quand même qu'on parle de vite fait l'origine des cacao. Moi, j'ai vraiment à cœur depuis mon enfance, enfin, en ma scolarité de jeunesse en troisième, j'ai beaucoup adoré l'espagnol. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi amené à aimer le chocolat à travers les Aztèques et toute l'histoire des conquistadors, parce que c'est quand même eux qui ont ramené le chocolat en Europe. S'ils n'avaient pas été là-bas et qu'ils n'avaient pas eu ce chemin, on n'aurait jamais connu le cacao. Et en fait, à l'inverse, quand j'ai rencontré Monsieur Deloisy, qui me fabrique donc mon chocolat, c'est là que j'ai appris qu'en 1900, dans les années 1900, en fait, avec les colonies africaines, le chocolat, il s'est planté en Afrique, alors que ce n'est pas un berceau naturel originel. Voilà. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Monsieur Deloisy, on travaille qu'avec des berceaux originels. Et ça représente plus que 10% du cacao mondial. Or qu'avant, le Brésil, le Mexique, l'Honduras, tout ce qui est Guatemala, on va dire l'Amérique latine, avant les années 1800, ils produisaient 80% du chocolat mondial. Et dès que l'Afrique, c'est avec les colonies, ils ont trouvé qu'ils pouvaient faire pousser donc, du forastero, qui a une grosse productivité et qui a un léger problème, c'est qu'il donne des notions trop amères du chocolat. C'est pour ça que quand vous regardez à l'époque, ils ont changé maintenant, mais avant Nestlé, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub à la télé avec le chocolat qui coulait sur la poire, il disait souvent le mot amer, chocolat amer, chocolat amer. Parce qu'en fait, c'était le cépage qu'ils employaient, ils ne pouvaient pas le donner de note autre que aromatique. Donc, M. Deloisy, il a travaillé là-dessus et il nous offre, enfin, il nous offre pas, mais une palette de chocolat très vraiment exceptionnelle.
avec des notes justement aromatiques, parce que là, on est sur du Criollo et du Trinitario, qui représentent plus que maintenant 10% de la production mondiale. Donc c'est pour ça que j'achète de la matière première qui est très chère, mais aussi qui a une valeur ajoutée au niveau du goût, parce que c'est à comparer justement, comme vous disiez tout à l'heure, avec les grands crus de vin. Il y a une vraie, dans la fabrication du cacao, il y a une vraie similitude entre le vin et le chocolat que les gens ne savent pas. Donc je ne sais pas si vous voudrez qu'on en parle un petit peu tout à l'heure. Mais... Alors, peut-être juste pour compléter le propos de Christophe, nous rappeler qu'on est une université populaire, donc un tout petit peu université aussi. La première fois qu'on entend la mention du chocolat, c'est en 1580, et c'est effectivement un conquistador. Et Chocoatl, ça vient d'une langue qui s'appelle le nahuatl, qui est une langue parlée au Mexique et qui était une langue des Aztèques. Et ce qui est très intéressant, et on la mettra en ligne aussi, un siècle plus tard, en 1680, Madame de Sévigné envoie une lettre à sa fille en disant mais quoi, ma chère, vous n'avez pas de chocolat chez vous, il est important d'en prendre, mais quelle horreur, je m'aperçois que vous n'avez pas de chocolatière. Donc il a fallu un siècle pour qu'on passe des Indiens jusqu'à Madame de Sévigné, et ça vaut le coup de s'intéresser à cette histoire du chocolat. Je redis pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard quand même, parce qu'elle est trop belle, que Christophe Colomb a jeté par-dessus bord les fèves de cacao que lui offraient les Amérindiens parce qu'il avait l'impression que c'était des crottes de chèvre et il ne savait pas quoi en faire. Donc, ça, c'est le XVIe siècle. Voilà. Émilie, est-ce que tu souhaites poser une question supplémentaire? Oui, j'ai encore deux questions. Est-ce que le vrai chocolat, parce qu'on le sait tous, la plupart des férus de chocolat, ils aiment le chocolat noir uniquement. Alors, est-ce que le vrai chocolat, c'est le chocolat noir ou est-ce que le chocolat blanc et le chocolat au lait sont aussi des vrais chocolats? Et puis, pour compléter ça, j'ai pas vraiment répondu à ta question aussi organique, du coup, je oui, vais revenir à ça par rapport à ce que me disait Monsieur Deloisy. et du coup, je te dis juste ma dernière question aussi, comme ça après je te laisse la parole. Quand on veut offrir du chocolat, et justement, il y a la fête des mères qui arrive dimanche, quel est le meilleur chocolat à offrir? D'accord. Alors, pour revenir sur l'organique et le bio, en fait, je voulais vraiment vous faire comprendre que Monsieur Deloisy, donc ce qui s'appelle aujourd'hui donc un couverturier, c'est-à-dire il fait venir des fèves de cacao de très grande qualité à Château-Renard. Et lui, il a mis les process où il a eu des prix d'ailleurs en 2007 sur une nouvelle façon de torréfier ses fèves pour optimiser toutes les palettes de goût. Ils ont fait 5 ans de recherche sur l'effet Maillard. Donc, lui, en fait, il va dans des plantations où, si vous voulez, quand ils ne comprennent pas trop quand on leur parle de pesticides, parce qu'il va dans des territoires sauvages. Donc, ils n'ont pas assez d'argent déjà pour s'auto-fonctionner. Donc, ils sont pas dans un système économique où ils pourraient mettre des pesticides et justement, c'est là où on est à l'inverse de l'Afrique. C'est pour ça que pour moi, en fait, pour répondre à votre question, quand on va être dans l'industriel, quand vous allez acheter un chocolat industriel dans un supermarché, il y a risque, ils sont obligés de cartonner bio, équitable, etc. pour vendre parce que on sait très bien que les plantations qui sont en Afrique, elles sont arrosées, elles sont nitratées, elles sont azotées comme des champs de maïs parce qu'il faut que ça produise à mort, quoi. Alors que Monsieur Deloisy, il n'a pas mis d'étiquette bio ni équitable parce que lui, sa démarche, c'est d'aller vers les gens. C'est une toute petite quantité et il n'y aurait même pas, comment dire, il pourrait le labelliser en plus si vous voulez. Mais les normes européennes font que quand il va arriver avec son lot de sacs de fèves, ils vont lui demander plein de problèmes administratifs pour répondre à avoir ce logo. Mais en fait, sa transparence et son travail, c'est de la confiance que c'est une petite entreprise française. Et du coup, c'est pour ça que je voulais aussi travailler avec lui pour sortir des grands groupes comme Valrhona ou Weiss ou Calbo, parce qu'en fait, on n'est pas dans la même dynamique. Il travaille dans le responsable. Voilà.
Donc, moi, je suis une petite entreprise française. J'essaye de faire travailler, je suis attaché à la France, je suis attaché à mes machines, je les achète en Alsace parce que c'est les Alsaciens qui sont les meilleurs chocolatiers, qui ont mis au point les meilleures enrobeuses. Je pourrais très bien les acheter en Italie pour que ça me coûte moins cher. Mais moi, je soutiens l'art français, le savoir-faire français. Il faut que nos entreprises, il faut qu'on consomme pas que local, il faut qu'on consomme français. Mes boîtages sont faits en Bretagne. C'est quand j'ai fait Roche-Vilaine aussi, c'est un grand restaurant où j'ai travaillé. C'est le château, la Pointe de Billiers. Je vous invite à aller là-bas, c'est magnifique. Et ben, mes boîtes, elles viennent de Musillac. C'est une toute petite entreprise familiale qui est en Bretagne. Et comme mon papa était aussi d'origine bretonne, j'ai mes attaches et je défends mes valeurs. Donc en fait, c'est un chocolaté, Albertville, c'est la petite boîte de chocolat, mais vous allez avoir l'écrin dans lequel je mets mes chocolats, vous allez en Bretagne à Musillac. Le chocolat qu'on met dedans, ça vient de Château-Renard, et Monsieur Deloisy, il va au Guatemala récolter ses fèves. Enfin, il y a une vraie identité et une vraie volonté, comment dire, il faut que ça ait du sens, en fait. Voilà. Parce que sinon, je ne serais pas raccord avec ce que je suis en train de vous dire. Il faut que je sois bien dans mes baskets. Et je suis venu à Albertville pour y être bien. Et je me suis peaufiné avec le temps et grâce à mon savoir-faire. Et je pense que ouais, c'est important, toutes ces valeurs, quoi. Vous vous rendez compte, chers amis, que ces 21 rencontres qui sont toutes très, très différentes, avec des gens extrêmement différents, ont en fait un point commun, c'est que nous avons des passionnés. Et qu'on soit passionné par le chocolat, comme c'est le cas ce soir, ou par le développement de l'Afrique, ce qui sera le cas la semaine prochaine, ou plus tard par les mathématiques, etc., ben le point commun, c'est vraiment ça, c'est l'amour de ce qui se fait de bien et l'amour de ce qui peut servir à tous aussi. La parole est à tout le monde pour un petit moment de questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la dernière question d'Emilie. Non, tu n'as pas répondu. Vas-y. J'étais parti sur l'organique et en fait, moi, du coup, je dis pas bio, pas organique, je dis responsable. Voilà. Enfin, ça répond à ta question. Oui, ça répond. Tout à fait, ça répond. Oui, merci. Alors, en fait, il n'y a pas d'étiquette chez moi qui va dire bio ou équitable. C'est juste un rapport de confiance entre mon fournisseur, les clients et l'amour du chocolat qu'on a tous en commun et qui va dire que vous savez que le chocolatier qui me fait mes chocolats est quelqu'un dans l'éco-responsable, qui aime la nature, qui aime ses cacaoyers. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la naissance du cacao, mais quand la fleur du cacaoyer qui s'appelle la chérelle met au monde la cabosse pour avoir les fèves, ça dure à peu près 9 mois. Et Monsieur Deloisy, quand je suis à sa première conférence, il les appelle ses bébés. Donc je pense que quand vous avez un fournisseur qui vous parle comme ça, vous dites ben je suis raccord. C'est pas quelqu'un qui va aller mettre de quelque chose de pas bon au pied de sa mère. Voilà. Qui souhaiterait poser une question ou faire une remarque sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent? J'en aurai une dernière pour ma part. Du coup, Émilie, la deuxième, c'était quoi? Oui, Émilie, est-ce que tu as eu ta réponse? Oui, c'était quel est le meilleur chocolat à offrir aussi? Ah, pardon. Alors, du coup, pour la fête des mamans, en fait, je pense que ça va dépendre de la personne. Généralement, je sais que ma clientèle qui est féminine préfère plus des chocolats rassurants. Les femmes aiment quand même bien le sucre aussi, donc elles prendront peut-être du chocolat au lait ou du praliné. Mais en tout cas, j'ai quand même fabriqué beaucoup de cœurs avec ma couverture d'exception qui est le Venezuela, parce que c'est quand même le berceau de mon identité. J'ai commencé avec ce cacao-là en 2005. Donc voilà, ça fait 16 ans maintenant. Et depuis, il y a 7 autres origines qui sont venues compléter le Venezuela et que tout au long de l'année, ben, je fais des créations, des tablettes et beaucoup de gourmandises. Parce qu'à Noël, j'ai mis à cœur de faire découvrir ces couvertures-là pour que les gens essayent de découvrir chaque vraiment goût de chocolat en présentant une bûche avec un chocolat d'origine différente. Voilà. Et je pense que je suis le seul à faire ça
à Albertville. Et les gens ont beaucoup apprécié. Merci. Et puis, je voulais savoir aussi, donc, est-ce que le vrai chocolat, c'est uniquement le chocolat noir ou est-ce que le chocolat au lait et le chocolat blanc sont Alors, des vrais je chocolats? pense que pour répondre à ta question, c'est très personnel. Je pense que chacun… alors moi, je vais te répondre pour moi. Pour moi, le chocolat, le vrai chocolat, c'est le chocolat noir, parce que c'est là où tu as la pâte de cacao. Et dès que pour le mettre en valeur, il ne faut pas faire un 100% ou un 90, parce que ça, pour moi, c'est inérudit, c'est plus un problème diététique ou une marginalisation. Mais si tu fais l'expérience un jour, tu verras que c'est vraiment pas bon et qu'il faut quand même un peu de sucre pour mettre en valeur, parce que c'est un exhausteur de goût, le sucre, c'est comme le sel en cuisine. Si on a trop, c'est pas bon, mais si on a pas, c'est pas bon. Donc pour moi, le vrai chocolat, j'ai choisi, c'est chez Chocolaté, c'est le 70, parce que c'est là où je trouve que le rapport sucre et masse de cacao va mettre en valeur, c'est-à-dire ça va être assez puissant pour vraiment révéler des notes puissantes. Et comme Monsieur Deloisy nous fait des torréfactions exceptionnelles, en fait, on n'a pas besoin de mettre 100% de cacao pour avoir toute cette palette aromatique. Et comme je suis pâtissier, j'aime le sucre. Donc, il faut quand même mettre un peu de sucre dans le cacao pour qu'il soit bon. Mais pour moi, c'est le chocolat noir. Parce que dès que le chocolat au lait, on va mettre du lait, et ben, c'est une autre gourmandise. C'est un chocolat au lait. Donc, chez Chocolaté, vous avez la chance, c'est que je pense que je suis un des rares aussi à proposer un chocolat au lait qui est très fort en cacao, parce qu'il est quand même à 40% de masse de cacao. Et en fait, chez Monsieur Deloisy, c'est lui l'inventeur, c'est pour lui, c'est le seul fabricant qui a ce taux de cacao-là. Par exemple, pour vous de citer un exemple, Chef de Bruges, ils emploient un chocolat qui a que 27% de masse de cacao. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de beurre et de lipides et encore plus de sucre. Donc, pour manger un bon chocolat au lait, il faut quand même une bonne note de masse de cacao. Merci beaucoup. Rappeler toutes tes questions. Et comme nous n'avons qu'un ordinateur et en fait, je n'avais pas de quoi noter juste à côté, je te prie de m'excuser de ne pas avoir attendu que tu aies tes réponses. Voilà. Est-ce que dans les 2-3 minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a quelques velléités de questions de la part de ceux qui sont restés parmi nous? Il y a Alain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Alain, j'aimerais demander à Christophe quelle a été l'incidence de la modification de la réglementation européenne. Est-ce que ça a permis de mettre davantage en valeur les artisans chocolatiers et puis de dévaloriser les chocolats industriels? Ben oui, complètement, on les remercie. Après, il faut beaucoup communiquer. C'est vrai que nous, on a des produits, comme vous l'avez compris, qui est déjà une sélection beaucoup plus drastique et 100% beurre de cacao. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est technique en fait. C'est le goût, mais c'est aussi technique parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la fluidité pour travailler le chocolat et d'avoir un très beau brillant. À partir du moment où on met de la graisse végétale dans un cacao, ce qu'on va appeler une technique qui n'est pas bonne pour nous, ça va vaseliner en fait. Ça va faire épaissir notre chocolat. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière ici, bon, au début, je n'avais pas les moyens de faire ma pâtisserie qu'avec du 70, parce que maintenant, j'achète le chocolat quand même 25 € le kilo. Quand j'ai commencé ici, monsieur Bernard, il faisait comme tout le monde, il achetait de l'équatorial, c'était du chocolat à 55% de masse de cacao. Il faisait de la très bonne pâtisserie, mais on était dans un goût assez linéaire. On ne faisait pas autant de différence avec les autres chocolatiers. Et en fait, on était dans les coûts entre 8,50 € et 10 €. Donc c'est vrai qu'après, il faut éduquer les clients. Il faut que les clients jouent le jeu d'acheter presque 100 € le kilo de chocolat. Et une fois que ça c'est fait, donc je vous remercie tous d'avoir fait je me remercie moi déjà de ne pas avoir craqué et de dire, de toute façon, ici, je ferai toujours la qualité, ça perd un jour. Ça a été long, ça fait 20 ans que je suis installé. Mais maintenant, c'est vrai que je suis avec vous ce soir, je suis vraiment honoré et j'ai réussi mon pari parce que je n'ai pas lâché. J'ai dit, je prendrai toujours du beurre français, je
prendrai toujours de la bonne crème, je prendrai toujours du chocolat on va dire, en 15 ans, on a monté de gamme et là, on a le top du top, quoi. Et en plus, je suis le seul sur la Savoie à avoir ce produit-là parce que mon partenariat que j'ai avec Monsieur Deloisy, pour que ça pérennise tout le monde, il choisit des artisans, c'est un vrai partenariat. C'est pas comme Valrhona où bah, tous les boulangers, les chocolatiers, tout le monde peut avoir son chocolat. Et puis, ce que j'ai pas aimé chez Valrhona, c'est quand j'ai commencé à vouloir démarcher, comme j'ai travaillé dans les hôtels de luxe et qu'il y a Courchevel, Méribel, tout ça dans la vallée, je me suis dit, je vais m'en servir pour développer les hôtels, pour pouvoir m'acheter une nouvelle machine. Et je me suis retrouvé en concurrence avec mon propre fournisseur. Parce qu'en fait, c'est Valrhona qui fabriquait les bonbons de chocolat pour les hôtels là-haut. Donc en fait, on est devenus concurrents. Donc moi, j'ai dit, ben, moi, je ne travaille plus avec vous. Donc là, Monsieur Deloisy, il est vraiment lui, il nous assure qu'il sera vraiment que notre producteur de chocolat. Il ne fera jamais de bonbons, il ne fera jamais Maintenant, en fait, c'est comme dans d'autres métiers, la paysannerie, enfin l'agriculture plutôt, où les grainetiers, ils maîtrisent plein de choses. Et en fait, à un moment donné, vous êtes fournisseur, puis à un moment donné, vous vous retrouvez concurrent sur un autre marché de cette personne-là. Et ça, c'est un problème de la mondialisation. Donc, je trouve que c'est un problème maintenant pour les consommateurs, pour notre quotidien, quoi. Et moi, je revendique ça, en fait. Voilà. Chers amis, on essaye normalement à l'UNIFOP de tenir les délais et malheureusement, mettre du temps, je suis obligé de les faire respecter, mais je crois vraiment qu'on peut remercier très chaleureusement Christophe Taforo ce soir pour nous avoir fait rêver. On a eu une passion, on a eu une transmission de cette passion. On mettra en ligne un certain nombre d'éléments qui nous permettront d'avoir des liens vers M. Deloisy, d'avoir des liens peut-être vers le Venezuela qui, en ce moment, ce pauvre pays que je connais bien, je peux porte montrer extrêmement mal pour les raisons qu'on connaît. Je voulais vous présenter. Donc ça, c'est monsieur, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est Olivier Deloisy. Je l'appelle le Globetrotter. C'est lui qui voyage à travers le monde autour de l'équateur pour nous ramener ces belles fèves. Et puis, donc c'est une entreprise familiale. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Oui, il voit. Là, c'était donc, je ne sais plus dans quel sens. Ça, c'est son arrière-grand-père. Là, c'est son père. Là, c'est Olivier. Et en 2008, il vient de transmettre avec son fils. Donc, c'est la 4e génération. Voilà. Et donc, il a créé, c'était lui. Donc là, c'est le chocolat. Le titre du chocolat et grand cru de cacao. En fait, Olivier Deloisy, en France, c'est lui qui a été le précurseur de d'oser proposer aux chocolatiers. Donc ça va répondre à ta question, Alain, sur les grandes surfaces, enfin les industriels, de proposer aux pâtissiers des chocolats de grand cru, c'est-à-dire d'origine unique. Parce que dans l'industriel et l'agroalimentaire, ils ont souvent qu'un monocépage ou alors ils font des assemblages et beaucoup d'Afrique. Donc en fait, on goûte plus, on ne sait plus le goût du chocolat originel, voilà, de Cortés, des Incas, de l'histoire ancestrale. Écoutez, on mettra ces références en ligne. Restez avec nous pour les semaines prochaines. C'est probablement une des dernières, sauf s'il y a à nouveau un confinement, mais que nous ferons en distanciel. La dernière sera la semaine prochaine, qui sera consacrée à la manière dont une entreprise africaine concourt au développement, et ce sera avec Bagoré Batili. Et il y aura la participation d'Hervé Guémard et de Philippe Mazur pour pouvoir dialoguer avec lui. Et puis, pour ceux que ça intéresse, UNIFPOP fait une formation vendredi prochain à l'Olympique pour l'agglomération Arlysère consacrée à la biodiversité. Et ça s'appellera Biodiversité ailleurs et ici. Et nous aurons quelqu'un qui nous parlera des Andes, nous parlera de Madagascar et répondra aux questions que nous nous posons en Savoie sur l'état de la biodiversité.
Merci à vous tous et merci à Manon qui coupera les morceaux qui doivent être coupés de façon à pouvoir ensuite enregistrer, laisser ceci sur la chaîne YouTube. Je peux remercier